Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. De vous retrouver ce soir dans la libre antenne pour ces 2 heures en votre compagnie. 2 heures pour trouver le chemin vers vous, pour vous rendre compte des formidables ressources que chacun possède en soi, pour vous reconnaître, c'est-à-dire faire à nouveau connaissance avec vous, ce que vous savez déjà profondément dans votre âme. Naître avec soi et à soi de nouveau. Donner la compétence non pas à l'extérieur de vous-même, mais bien à l'intérieur. Je vous souhaite d'ouvrir chaque matin vos yeux avec l'intention de regarder ce que la vie vous propose de vivre et de vous déterminer sur l'essentiel pour ne pas vous endormir à ce que votre âme est venue chercher ici-bas pour évoluer. D'être déterminé sur ce que vos intentions profondes et vous laisser guider par elles. Quel est votre objectif dans la vie ? Ne lâchez rien sur ce qui vous semble important véritablement tout au fond de vous et faites en sorte d'accueillir la réalité du présent. C'est aussi l'exemple que nous a montré Simone Veil, cette grande dame qui s'est éteinte aujourd'hui et qui a su mener des combats justes avec une détermination sans faille en incarnant dignité, courage et droiture. Alors ici, chaque soir, dans cette émission, nous vous accueillons dans votre réalité et vous aidons à vous déterminer sur l'essentiel. Quentin et Corentin vous accueillent au 39 21 et Nicolas Godet veille au bon déroulement de l'émission. Moi, je vous accompagne dans votre réalité. 7 39 21 précédé du mot nuit pour vos SMS. Autant de petits repères dans la nuit. Nous faisons route ensemble au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Alors vous nous appelez, je crois, à propos de votre chien, Daniel. Voilà, c'est cela. J'ai un gros malinois Oui. qui a eu ses 1 an au mois de mai. Mmh. Et le gros souci, c'est que par 3 fois, là, il a mordu mon mari. Et la dernière fois, c'était le week-end dernier. Mmh. Et mon mari a été hospitalisé à la clinique de la main. Et c'est quand même sérieux. Ah oui, c'est sérieux, oui. Oui. Sérieux. Et alors, le souci, c'est que, là, on vient encore d'en discuter, c'est qu'il n'en veut plus, il veut le faire piquer. Et puis, moi, je ne sais pas quelle position prendre, je suis partagée. J'ai toujours eu des malinois et c'est la première fois que j'ai un malinois qui le mord parce que, en fin de compte, ce chien ne mord que monsieur. Donc, ça me pose des problèmes. Mais quel problème ça vous pose ? C'est-à-dire, vous voulez dire ce chien n'est pas dangereux, sauf avec lui, donc il n'est pas dangereux ? Voilà. Il reste dangereux quand même, ce chien. C'est pas parce qu'il est juste avec une personne, et qui plus est, la personne la plus proche de vous, parce que vous dites, j'ai toujours eu, c'est pas nous avons toujours eu, c'est pas un choix de couple, ce chien, manifestement. Si ? Non, c'est les chiens, c'est... C'est votre choix à vous. Oui, parce que c'est ma seule consolation. J'ai 2 enfants très handicapés et mes chiens, c'est mon refuge, quoi. Mmh. Et là, celui-là, en plus, il est fusionnel un peu avec moi. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de fusionnel. On peut, bien sûr. Et quand je pleure parce qu'un de mes enfants va mal, il est avec moi, il me suit pas à pas. Enfin, là, je sais pas comment, je sais plus. Bon, je vois la priorité, effectivement, c'est pour mon mari. Mais honnêtement, j'arrive pas. Lundi, je dois l'emmener chez le vétérinaire.
Et je sais. Est-ce que vous pourriez, il y a aujourd'hui des éducateurs spécialisés dans les chiens, faire avec d'ailleurs votre mari, faire des séances avec un éducateur spécialisé Mais il y canin. va toutes les semaines. Toutes les semaines, il est pris en charge par un éducateur. Oui, mais vous êtes présents tous les deux. Ah oui. Oui, votre mari aussi. Oui. Hmm. Et là, j'avoue que Et vous en avez parlé, comme c'est pas la première fois qu'il mord votre mari, vous en avez parlé avec l'éducateur au contraire, oui. Oui, et qu'est-ce qu'il en dit, lui? Eh ben, lui, il l'a testé. Là, je l'ai encore emmené jeudi chez l'éducateur. Il l'a testé, il a essayé de le faire sortir de... Bon, il a été assez violent avec lui. Il ne bouge pas, le chien, il ne bouge pas. Oui, mais là c'est un autre problème. Il bouge pas avec lui, mais si vous dites que vous êtes très fusionnel avec lui, ce chien ne supporte pas qu'il y ait une autre protection auprès de vous. Ouais, c'est ça, voilà. C'est aussi à vous et je pense que ça l'éducateur va vous en parler ou vous aider à ça, c'est à vous de faire comprendre à votre chien qui n'a pas la préférence ou la prééminence sur votre mari, parce que lui manifestement ne sait pas faire de différence. Ça, oui, effectivement. Mais enfin bon, si je dois me séparer de ce chien, c'est un déchirement. Surtout que l'année dernière, à la même époque, j'ai dû faire piquer déjà mon autre malinois parce qu'il avait 5 ans et il était malade, si vous voulez. D'accord. Il faisait des hémorragies, donc on l'a piqué. Et aussitôt, j'ai voulu racheter parce que je ne peux pas vivre sans chien. Je comprends. Mais et il est agressif depuis peu de temps ou depuis le début avec votre mari? Mon mari a dû se faire mordre en mars. En avril, mais alors le problème c'est que à chaque fois c'était des situations très particulières. Oui, par exemple. Parce que par exemple, c'est une fois on sortait de chez l'éducateur justement et il avait certainement pas apprécié et il l'a chopé à la main. Bon, c'était grave, mais tandis que c'était pas ça nécessitait 15 jours de pansement, mais là c'était beaucoup plus grave. Il a été obligé d'être évacué par les pompiers sur la clinique de la main, quoi. Et mon mari est cardiaque, donc ça me pose d'autant plus de problèmes que là il a failli, et je voyais qu'il tombait dans les pommes, quoi. C'était Oui, donc c'est vraiment très très grave. Et votre mari est en danger avec cet animal. Oui, je sais. Ouais. Est-ce que vous pourriez le placer auprès d'amis ou de proches et continuer à le voir? Non. On a essayé parce que la première fois qu'il a mordu, j'ai demandé au dresseur, là, c'est parce que le dresseur, c'est celui qui me l'a, c'est l'élevage où je l'ai acheté, et il m'a dit qu'il a essayé parce que en principe, les gendarmes récupèrent ce genre de bêtes. Parce que c'est vrai qu'ils sont très très fins, très intelligents. Oui. Là, il n'a pas pu parce que pour eux déjà c'était trop âgé. Mais là, il a 10 mois, il est encore tout jeune. Non, il a 1 an là. Ah, il a 12 mois le 29 mai. Et c'est trop âgé pour le dresser. Parce qu'il faut. Il faut qu'il ait que quelques mois. Oui, parce qu'autrement c'est des dominants, ça c'est clair. Oui, il y a Yvan qui dit votre chien a un problème de place, il a mordu et finira par être dangereux car il prend votre mari comme pour un rival. Et puis ça, oui, et puis Mimi le boulanger qui dit le chien de votre auditrice a pris tout simplement la place au sein du foyer qui ne lui est pas attribuée. Donc il parle effectivement de ce que je vous proposais, des séances de comportement taliste avec lui, mais ça vous le faites déjà? Oui, c'est déjà fait. Qu'est-ce que dit la personne qui vous accompagne sur vous, sur votre posture à vous, Daniel? Parce que je suis pas assez, dure avec lui, quoi. Non, pas dure, mais ferme. Vous savez, je faisais ma petite introduction sur la détermination. Vous n'êtes pas clair avec ce chien, vous n'êtes pas déterminé.
C'est-à-dire, vous pouvez être tout à fait affectueuse, tout à fait là pour lui, recevoir son affection et sa présence, mais être complètement déterminée sur vos priorités et sur la place qu'il a. C'est-à-dire qu'il n'est pas un substitut et il a une place de substitut, ce chien. Ah bah c'est sûr qu'il comble tous les vides de ma vie par rapport à mes enfants, ça c'est clair. Oui, bien sûr, Daniel, mais sur le plan de la consolation, il reste, effectivement, on sait combien les animaux nous consolent, parfois de nos mots humains, parce que ce sont des présences fortes et tendres auprès de nous. Mais attention à une juste mesure dans ce que vous faites avec lui. Et là, il me semble que c'est quand même votre compagnon qui n'est pas un chien, votre mari en l'occurrence, qui lui est en danger avec cet animal. Ah bah ça c'est sûr que là c'est justement là le dilemme quoi. Vous me direz, vous pouvez me répondre que c'est pas le choix n'est pas comparable, mais moi si je pour vous il l'est un peu, on sent. Oui, parce oui, que je vais me sentir trop seule, trop seule quoi. Oui. Parce que avoir 2 enfants psychiatriquement malades, et puis être lâché, moi, si vous voulez, c'est mon refuge, ça c'est clair. Oui, et en même temps, Daniel, vous prenez conscience que cette histoire vient aussi de vous, vous l'avez fabriquée. C'est-à-dire, oui, bien sûr que le chien peut être, alors vous parlez de refuge, mais il y a chez vous toute une posture à voir, à travailler, c'est-à-dire une juste distance. Et pas vous jeter à corps perdu dans cet animal qui lui finalement vous le rend bien parce qu'il veut éloigner de vous. Oui, mais jusqu'à finalement devenir un danger. Est-ce que vous pensez, est-ce que le comportementaliste vous dit que si vous travaillez sur vous, Daniel, parce que la question est vraiment là. C'est ce qu'il m'a dit, oui. Est-ce que c'est rattrapable? Il me l'a dit à la dernière rencontre. Parce que moi, comme il a été très très dur avec lui, il avait un collier étrangleur, il l'a haussé, il l'a mis par terre, il l'a fait tomber, etc. Moi, j'étais prête à crier, quoi. Je suis incapable de faire des trucs comme ça, quoi. Oui, mais là, parce que c'est en mode de dressage. C'est parce qu'on vous demande de faire. Ne vous substituez pas au comportementaliste qui, lui, teste, peut-être les limites ou le caractère de votre chien. Mais que vous compreniez, parce que là, vous voyez, quand vous dites, moi, j'étais prête à crier ou à me rouler par terre, vous êtes effectivement totalement en fusion avec ce chien et vous ne lui rendez pas service non plus à ce chien. Parce que lui, il est perdu, il va recevoir des ordres contradictoires. D'un côté, dans les séances avec le comportementaliste, on est très dur avec lui. Alors, ce chien, lui, n'estime pas être dur de son point de vue. Il cherche à vous aimer, à vous défendre. Donc, si vous mettez un peu de bon sens dans cette relation, qui, encore une fois, n'empêche pas l'amour, Daniel. Non, mais là, je vois que je suis pas très nette par rapport à mon comportement. Ça, c'est clair, mais bon, quand tout autour de vous disparaît, c'est vrai que... Et votre mari est pas un soutien également pour vous? Quelle entente vous avez dans votre couple? Non, parce que... il est plus âgé que moi, on a 20 ans de plus, il est très malade, il n'est pas très, justement, il n'est pas, avec mes 2 enfants qui sont 2 schizophrènes, il n'est pas assez, directif, donc c'est moi qui ai pris tout en main, et là, si vous voulez, je trouve, c'est mon refuge, quoi. Alors, vous avez été directive vis-à-vis de vos enfants, mais pas vis-à-vis de l'animal. Ben oui, parce que c'était pour sauver les gamins. Mais là, c'est aussi pour sauver ce chien. Ben oui. Finalement, regardez, Daniel, c'est un peu la même posture aussi. C'est de la protection. J'entends bien ce que vous dites, directif, mais directif, quelquefois, c'est savoir protéger. Ben, je sais.
Alors Mais peut-être là, qu'il y a bon, quelque chose dans votre couple aussi à travailler à travers ce chien, parce que, ouais, oui, oui. Mais ça en dit beaucoup, hein, bah, vous savez, votre ambivalence par rapport effectivement à ce qui arrive aujourd'hui, à votre mari, cet écartèlement entre ce chien et votre mari, dit peut-être un passif très lourd que vous avez sur le cœur vis-à-vis de votre mari. non, parce que bon, ça s'est détérioré avec l'apparition de la pathologie des enfants, quoi. J'ai tout assumé, ça fait 20 ans que ça dure, avec tentative de suicide grave, etc. Et bon, j'ai tout fait, j'ai tout pris en charge. Et puis maintenant, j'arrive à 67 ans, je suis fatiguée, j'ai envie mon refus, ça a toujours été les animaux. J'ai 5 chats, etc. C'est ça, quoi. Hein. Oui. Et alors, il y a un auditeur qui vous conseille peut-être de voir quelqu'un d'autre qui dit qu'il ne faut pas confondre entre dresseur et comportementaliste et que violence ou brutalité sont jamais la bonne méthode. Cet auditeur dit qu'il a fait d'un chien mordeur un mouton avec l'aide d'un vétérinaire. Peut-être que vous avez besoin d'être soutenu autrement, Daniel. Et par urgence de l'éloigner, en tout cas d'essayer de scinder les espaces de vie d'une certaine manière de votre mari et de votre chien pour le moment peut-être. Oui, je sais pas. Moi, j'aurais bien, je sais pas. Je ne pourrais pas le donner à la SPA parce que la SPA, si vous voulez, si elle apprend que bon, c'est un chien mordeur, bon, je sais ils regardent un petit peu le comportement du chien, et puis bon, bah, et puis si on arrive à la période des vacances, ils vont l'éliminer, quoi. Et je peux pas supporter ça. Alors si je trouvais quelqu'un qui le donnait encore, oui, ce serait peut-être ça la solution, ou une autre forme de rééducation éventuelle. Enfin bon, là, moralement, physiquement, j'en ai plus la force, ça c'est clair. Oui, sur le plan de faire un travail avec cet animal. Avec qui? Avec l'animal. Ah oui, non, ça, j'avoue que j'ai pas besoin de rapport de force. Il y en a assez eu avec les enfants. Là, je baisse les bras pour la première fois. Oui, parce que c'est pas sage finalement, comme vous dites, de pas être dans le rapport de force. Est-ce que c'est pas une invitation, ce chien dangereux pour votre mari, justement, de lâcher le rapport de force? C'est peut-être ça qui vous dit, ce chien-là. C'est une invitation pour vous et vous la trouvez d'ailleurs, vous avez la réponse. Alors ça passe peut-être effectivement le fait de trouver une famille accueillante pour ce chien, et vous ne plus rentrer justement dans les rapports de force, parce qu'ils sont là, le chien témoigne du rapport de force lui-même. Et je trouve que vous le dites très bien là, Daniel. Oui, ça... je sais plus trop où j'en suis. Bah, qu'est-ce que vous sentez quand vous me dites, voilà, moi j'ai plus envie d'être dans les rapports de force, j'ai plus envie de ça dans ma vie. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous me dites ça? L'envie de disparaître. L'envie de disparaître? Oui. De tout lâcher tout d'un coup, un découragement. Oui. Tout lâcher. Vous savez, 2 enfants schizophrènes, ça fait 20 ans que ça dure. Ça a été que tous les jours, on ne sait jamais ce qui va se passer. Bon, Oui. J'en ai marre de lutter. Oui, j'entends bien, Daniel, mais quand on en a marre, quand vous dites de lutter, c'est aussi un chemin qui s'ouvre à quelque chose de plus doux. Ça ne veut pas dire être tombé dans le désespoir. Il y a 2 façons d'arrêter de lutter. Il y a celle, effectivement, vous pouvez aller dans un désespoir total, mais la lutte était une façon de mettre de l'énergie, hein, on dit lutter avec l'énergie du désespoir. Arrêter de lutter, c'est peut-être accueillir de l'amour, de la douceur, quelque chose de plus doux pour vous, pour votre cœur, pour votre couple, pour aussi en penser très forte avec vos enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Ouais. J'avoue que là, j'ai atteint mes limites. Oui.
j'ai atteint mes limites. Oui, mais il est peut-être temps de ne plus lutter, Daniel, de plus vous battre comme ça contre ce que la vie met sur votre chemin, et puis de trouver un peu plus de paix en vous, de vous mettre plus dans de l'amour, dans de la lumière, dans tout ce qui... Pas une quête désespérée, voilà, au travers d'un animal, mais l'amour qui est en vous, votre cœur à vous, qui contient plein de ressources. Moi, je trouve que les animaux sont ont beaucoup plus d'amour, Ouais. me rendent beaucoup plus d'amour. Mais Mes chats, mon chien. Mais c'est celui que vous avez en vous, Daniel, qu'ils vous rendent. C'est bien celui qui est à l'intérieur. Hein, c'est pas, c'est de la, quand vous dites ils me rendent, bah oui, ils me rendent celui que vous donnez, donc c'est bien celui que vous avez. Alors peut-être vous avez le sentiment qu'avec les êtres humains vous n'avez pas ce retour, mais vous l'avez avec vous. Et il est important de le reconnaître. Et si ce miroir passe par des animaux, il parle aussi de vous, de votre douceur, de votre affection, de toutes les jolies choses qu'il y a dans votre cœur. Ouais. C'est important que vous gardiez ça, Daniel. Parce que c'est finalement ce chien-là, c'est ce chemin-là qui vous montre, c'est d'arrêter de lutter. Hein, c'est un stop à quelque chose. Et comment faire ? Bah vous allez, alors on va vous donner des contacts d'auditeurs qui veulent vous conseiller pour sauver votre chien. Et il y a Daniel qui dit voilà, si elle veut m'appeler, je peux lui indiquer d'autres façons de sauver son chien, dit Daniel. On a aussi Douce qui a laissé son numéro pour vous. Donc on vous mettra en contact, Daniel, avec des auditeurs. Pour vous soutenir et puis pour prendre pour vous la meilleure décision qui passe peut-être justement pas par piquer ce chien, mais lui trouver un lieu, un endroit où ce chien coule des jours paisibles. Oui, parce qu'il est tout jeune, il est plein Bien de vie. sûr. Bien sûr. Et gardez avec vous vraiment au fond de votre cœur le message qu'il vous envoie, qui est effectivement d'arrêter de lutter, d'arrêter d'être dans la blessure. C'est difficile, Oui, j'entends bien que c'est difficile, Daniel, mais vous l'avez en vous. Pour preuve, tout cet amour dont vous parlez avec les animaux, c'est qu'il est là, cet amour. Il demande qu'à fleurir. Donc vous allez prendre soin de votre époux et peut-être aussi que le couple s'en trouvera renforcé. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie, Sophie. Oui, je vous embrasse, Daniel. Bon courage à vous. Merci, moi aussi. Je vous embrasse fort. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Bonsoir. À vos auditeurs, je suis dans un petit potager. Oui. C'est noir comme noir. Oui. J'ai 40 pieds de tomates. Waouh. Je voulais juste mettre en contexte que je venais d'écouter la dame qui avait parlé avant. Et c'est vrai que quand il s'agit d'animaux, ça c'est, en ce qui me concerne, c'est très difficile de pouvoir relationnaliser, excusez-moi, je suis anglaise, to rationalize la peine rationaliser. pour les animaux. C'est insupportable. Oui, c'est des affects très archaïques en fait, très dans l'enfance. C'est vrai. Oui, à fleur de peau. Vous avez raison, Fabienne. Et je sentais dans sa voix qu'il y avait tellement plus de problèmes que ça. Oui. Mais bien sûr, elle avait tout mis sur sa bestiole. Et ça, c'est vraiment... j'étais très touchée par ça. Ouais. Mais bon, voilà, je suis dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, donc les pieds bien ancrés dans la terre. Oui, bien incarnés. Parce qu'il y a eu beaucoup de vent, il y a eu beaucoup de pluie. J'avais tout fait comme il fallait. Et après, le vent a... Et ça a abîmé du coup vos pieds de tomates, vos plants? Un petit peu, un petit peu. Ouais. Et puis, on était canicule, et en Angleterre aussi,
c'était dans le sud de l'Angleterre, c'était 35. On ne savait pas quoi faire. Donc, j'étais très contente. J'ai 45 ans. J'ai toujours voulu une vieille maison française. Ouais. J'ai toujours voulu les charpentes, le parquet. J'étais absolument déterminée pour ça. Et j'ai rencontré un Français il y a 5 ans. J'étais à Londres, qui se foutait de tout ça. Qui était juste content de me rencontrer. Ouais. Et bon, il est français, et moi je suis moitié anglaise, moitié française. Donc on s'est rencontrés, enfin on s'est retrouvés. Lui, il aurait fait avec ce qu'il fallait, c'est-à-dire autant de, comment dire, in housing, you know. Il aurait dit, c'est pas un problème, on prend cette maison, elle a un jardin, on fait comme ça. Ouais. Moi, je disais non, il faut qu'on préserve le patrimoine français. Ouais. Et l'identité de ce que je voulais refléter, c'est un petit peu amertumé. Avec de l'amertume, vous avez de l'amertume? Oui, c'est-à-dire, voilà. Oui. C'est-à-dire que la famille française, de son côté, sont très anti-anglais. Anti-anglais. Pour eux, les Anglais sont des gens qui achètent des biens par-ci, par-là, qui ont le machin, qui picolent et on a ce truc, on a eu un enfant, on a eu notre fils, et naturellement, moi j'ai toujours parlé en anglais avec lui dès la naissance. Oui, c'est bien ça pour les petits, oui. Et mon mari qui a 10 ans de moins que moi, donc on est quand même dans des générations il devrait s'en rendre compte que c'est important. Moi j'ai dit, c'est ça, il faut absolument qu'on fasse les deux, Guillaume. Absolument. Parce que pour moi c'est un et il est d'accord, cadeau. Lui. Oui. Il est d'accord. Oui, c'est un cadeau surtout pour un Français. Hein. On sait que les Français parlent pas l'anglais. Fabienne, donc on est. Ce que j'aimerais aussi que mon mari apprécie, c'est que les Anglais ont toujours détesté les Français par admiration, et inversement, les Français ont toujours détesté les Anglais par admiration. Disons qu'on a une longue histoire parsemée de conflits dans nos histoires respectives. Voilà. Et donc, mon fils a 3 ans et demi. Il est à l'école en France. Il est à l'école dans le sud-ouest. Il parle bien, il comprend. Mais il fait, par exemple, au lieu de dire « s'il te plaît », il va dire « s'il popé ». Mais il est tout jeune. Il a quel âge, votre fils? 3 ans et demi. Oui, bon, oui. Petit chou. Voilà. Oui, donc petit chou. Voilà, donc il a 3 ans et demi. Oui. Ma belle-mère, campagne de guerre. Ah. Mais ça remonte bien plus loin bien plus loin que votre histoire. Elle n'aime pas les Anglais, elle n'aime pas tout ça. Enfin, ça c'est autre chose. Elle trouve qu'on est bourgeois, ils viennent d'un milieu différent du nôtre. Ils ont pas la vision. L'autre soir, on était invités, on a dîné ensemble, et elle m'a dit, Fabienne, il faut pas que tu parles en français avec Hugo, avec ton fils. Non. Parce que ça perturbe sa prononciation. En anglais, vous voulez dire? En anglais? Non, en français. Oui. Ah, donc vous ne devez pas lui parler en français à cause de sa prononciation. Elle m'a dit, il faut que tu arrêtes. Donc, d'une part, il y a 2 questions, et je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices qui vont dire « Oh, les belles-mères sont chiantes ». Mais d'autre part, ce que je ne comprends pas, c'est que j'essaie de lui dire, écoutez, c'est très bien d'avoir un enfant bilingue, forcément, c'est bien. Sûr, oui. Mais après, ça fait des conflits. Donc, ce déjeuner qu'on a eu, quand elle m'a dit « Non, Fabienne, je te crois pas, je ne veux pas en entendre parler » parce qu'elle me parlait comme une Française et moi, je suis comme une Française quand je m'exprime. J'ai dit « Daniel, moi, je suis désolée, mon fils sera bilingue. » Oui, très bien. C'est tout. Oui. Et elle m'a dit « Mais les médecins, les machins, les orthophonistes, il y a des orthophonistes qui nous écoutent, il faut pas faire ça, Fabienne, il faut surtout pas faire ça parce que ça trouble leur prononciation sur les F, les S et les M. »
Mais ça se remettra, il a que 3 ans et demi. Qu'est-ce qu'on l'ennuie, ce petit garçon-là? Non, mais ça me paraît incroyable. Mais c'est ailleurs le sujet, Fabienne, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est quoi? Il est ailleurs le sujet avec votre belle-mère. Bien sûr qu'il est ailleurs. Bien sûr qu'il est ailleurs. Oui. Mais comme beaucoup de mamans, ce qu'on fait, c'est qu'on porte le malheur de la circonstance. C'est joliment dit. Le malheur de la circonstance, j'aime beaucoup l'expression. Et on se dit, il faut que we just have to get on with it. Il faut juste qu'on fasse ce qu'il faut. Pour s'en débarrasser, c'est ça? Non. Il faut qu'on porte tous les contraintes parce que je suis maman et parce que je veux pas que mon petit soit... Mais finalement, Fabienne, vous avez dit, d'ailleurs, et je vous remercie, vous avez pris le grand mot de la soirée, que vous étiez déterminée. Mais quand on est déterminé, on n'est pas forcément obligé de rentrer en conflit, c'est dans la posture. C'est quelque chose qui s'impose. Oui, je sais. De soi-même. Et ce qui est paradoxal et ce qui est dommage, c'est que le côté anglais, c'est-à-dire ma mère et tout ça, ils sont cool. Oui. Ils sont très cool. Ma mère a épousé un Français qui est décédé maintenant, mais tiens donc, elle est très. La France, j'adore. Et donc ça s'est transmis dans la génération. Votre maman a épousé un Français, vous épousez un Français. Ouais. Et alors que ma belle famille voit ma famille anglaise comme une menace. Oui, bien sûr. Ils ont été aisés. Mais oui, mais Fabienne, donc vous comprenez bien les choses. Donc qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un se sent menacé? On le rassure pour pas qu'il se sente menacé. Oui, mais je sais, mais j'ai tout essayé à ce niveau-là. Oui, c'est-à-dire? J'ai tout essayé, c'est-à-dire que la belle-mère, la méchante, je dirais ça un petit peu parce que elle s'est jamais mise devant moi pour dire Fabienne, oui, c'est bien, pourquoi ce serait pas bien. Elle m'a jamais posé la question. Elle a juste attaqué. Oui, parce que c'est pas son point de vue et qu'elle est inquiète que ce soit pas bien pour son fils. Mais laissez-lui ça. Pourquoi vous le prenez à votre compte? Laissez-le lui, ça lui appartient. Oui. Il se trouve que vous le prenez à votre compte. Du coup, ça crée un conflit, Fabienne. Laissez-le lui, c'est son inquiétude à elle. Elle est dans cette inquiétude. Laissez-lui son inquiétude. Et faites votre route sans rentrer dans le sujet. Mon mari, je dis, écoute Guillaume, ça fait 5 ans qu'on essaye de régler ce problème, parce que aussi pour le côté français, les Anglais, ils boivent du vin à 4 heures de l'après-midi. On n'a jamais vu ça de notre vie. Ils sont complètement scandaleux. Comment ça pour le côté français C'est-à-dire que pour eux, on ne boit pas du vin à 4 heures de l'après-midi. Quelqu'un passe, ils prennent un apéro, ils discutent, ça n'existe pas. Ouais. Pour eux, ce que je voulais vous dire, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que les Anglais sont des gens qui consomment, alors que c'est pas ce qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Oui, mais ça, ce sont des idées toutes faites, on appelle des croyances. Ça n'a rien à voir, ils sont simplement Anglais, Français. Mais j'ai l'impression, Fabienne, en fait, que vous vous sentez attaquée, vous aussi menacée, c'est menace contre menace du fait d'être anglaise. Mais bien sûr, à moitié, bien sûr. Je vais vous dire une chose. Comment ça se fait, ça, que vous vous sentiez menacée comme ça et attaquée? Parce que dès que mon fils est né, je voulais défendre un petit peu le côté, parce que j'ai père français, mari français, moi française à moitié, donc le côté anglo-saxon dilué. Ça, je m'en fiche un petit peu. Je m'en fiche. Ce que je veux, c'est qu'il soit bilingue quand il aura 18 ans. Si je le mis au Canada, mais donc, Fabienne, vous savez que votre posture est juste. Vous êtes bien convaincue que c'est juste. Alors, si vous avez besoin de savoir que c'est juste, je peux vous lire 2 SMS. Attendez, il y a Véro qui dit, une amie de ma fille avait une maman américaine qui parlait anglais ou français à sa fille, qui à 4 ans parlait couramment les 2 langues. Aucun souci. Monica dit, mes enfants sont bilingues, ils parlent les 2 langues sans défaut et sans accent. Et vous savez, vous, tout au fond de vous, que tout est juste, Fabienne. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de monter au créneau? Me dit le contraire. Toute ma famille, l'orthophoniste, quand on est allé à l'orthophoniste il y a 2 semaines, elle m'a dit, il faut que vous arrêtez de parler français, anglais avec votre fils. L'orthophoniste vous a dit ça? Oui.
Elle m'a dit, il faut que vous arrêtez ça. Et après, mon mari a est-ce que vous êtes obligé? Oui, qu'est-ce qu'il a dit, votre mari? Il a dit pendant combien de temps? Elle a dit pendant 4 semaines ou 2 ans. Et moi, mes yeux, et toutes les auditrices vont comprendre ce que je vais dire, sont sortis comme une tigresse. Mais Fabienne, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous êtes obligée de croire les gens à l'extérieur comme s'ils étaient plus compétents que vous dans ce domaine? Parce que oui. j'ai la famille sur le dos, parce que ma mère, elle est cool, elle est anglaise, elle emmerde pas le monde, mais désolée, les Français sont un petit peu chiants pour ça. Oui, mais tracez votre route, Fabienne. Ils sont tous en train de dire ça et ça et ça. Et je me bats toute seule. Fabienne. Et j'ai un mari qui est coincé, malheureusement. Oui, vous vous battez parce que vous voudriez que tous ces gens-là soient d'accord avec vous. Il se peut, quelquefois. Non. Bah non, si, vous voudriez que l'orthophoniste soit d'accord avec vous, que votre belle-mère soit d'accord avec vous, que tous ces gens dont vous nous parlez ce soir soient d'accord avec vous. Or, il arrive quand on a, une conviction comme la vôtre et vous croisez la route de personnes qui ne partagent pas votre point de vue. Mais vous, pour vous, c'est juste. Et pour votre mari aussi, c'est juste. C'est vous qui détenez là votre vérité. Donc si pourquoi n'iriez-vous pas consulter un autre orthophoniste? Prenez un autre avis. Est-ce que quelqu'un sur l'antenne pourrait me dire que c'est pas la bonne chose de faire dès qu'un enfant est né, que la langue maternelle de la maman, vous l'apprentissez pas? Mais tous les messages là que je vous ai lus, et là je vous en relis encore un autre. Voilà, mon mari est allemand, moi française, nos 3 filles sont parfaitement bilingues. Le premier jour est aussi biculturel. Il faut accepter les différences de chaque pays, dit une auditrice. Tous les auditeurs en fait qui témoignent, et on le sait, qu'on peut tout à fait parler les 2 langues aux enfants et qui après ils font leur miel. Il est encore tout petit, 3 ans et demi, il va lui faire la distinction, et quelquefois il arrive que par période ils se mélangent quand ils sont tout petits, effectivement, quand il y a 2 langues différentes, mais après tout rentre dans l'ordre. Donc Fabienne, vous qui êtes une maman éminemment compétente au fond de vous et qui savez exactement ce qui est bon pour votre enfant, et en plus votre mari est d'accord, laissez les autres penser ce qu'ils ont envie de penser, et vous faites à votre guise, mais ne vous sentez pas menacée. Je suis un petit peu triste du fait que ses parents le prennent si mal, au fait. Oui, je pense que vous êtes triste, vous aimeriez, et c'est bien normal, quand on a comme ça un choix, on aimerait qu'il soit partagé par son entourage. Moi, j'irais peut-être juste pour vous rassurer, prendre peut-être l'avis d'un ou d'une autre orthophoniste. Voilà, ça peut peut-être vous rassurer. Mais j'ai pas le sentiment que vous en ayez complètement besoin. Et puis de rester un peu plus tranquille, que votre belle-mère petit à petit, quand votre fils va grandir, elle va découvrir qu'il se débrouille comme un chef, votre petit garçon. Non, un jour, il va répondre à un truc en anglais. Et elle va être sur le cul. Elle va être sur le cul. Et voilà, c'est ça, c'est tout. C'est que c'est simplement c'est pas une question de compétition. En fait, ce que je ressens dans mon cœur, ce que je ressens au quotidien, c'est une compétition entre l'Angleterre et la France. C'est ça. Mais lâchez, Fabienne, lâchez. Restez bien dans vos bottes d'anglaise, dans votre potager. Et si tu es une bonne mère, c'est pas ça que tu fais à ton enfant. Oui, mais restez bien ancrée, Fabienne. Ne vous battez pas là contre des moulins. Il y a Joe qui dit ma sœur parle français avec son fils, son mari en anglais. Mon neveu a parlé qu'à 3 ans. Et aujourd'hui il est bilingue. Il y a Olivier le patrouilleur qui dit c'est une véritable chance pour cet enfant d'être bilingue. Je ne pense pas que les problèmes de prononciation soient liés à une langue ou l'autre. Ça, je suis assez d'accord avec lui. Il y a Charevax qui dit je disais mécro au lieu de métro et alors j'avais 3 ans. Mais évidemment, il a que 3 ans et demi, cet enfant. Voilà, alors je crois qu'il a juste besoin de grandir tranquillement, au milieu de vos plants de tomates, avec tout l'amour que vous lui donnez, votre mari Mais juste aussi. Un dernier truc, c'est vrai que c'est dur. Moi, j'ai donné des cours d'anglais dans various j'entends domaines. bien.
c'est que c'est très dur que maintenant, la globalisation, les entreprises demandent à ce que des gens de 45, 35, 45, 55 apprennent l'anglais. Ouais. Et ça, c'est dur. Ouais. Et ça, c'est très, très dur. Et je comprends que je suis mitoyenne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Je défends la culture anglaise. Oui. Et je défends le patrimoine. française. Voilà. Et vous êtes très investi dans les deux. Et c'est peut-être pour ça que ça vous touche autant. Je comprends que des gens de 45 ans leur dire maintenant, apprenez l'anglais, sinon tu seras viré. Mais vous avez raison, Fabienne. Mais je comprends aussi que vous soyez très touchée parce que également très attachée à la France. Donc pour vous, c'est un peu une blessure parce que vous savez que vous êtes dans quelque chose qui est juste pour vous. Alors il y a une autrice qui dit, Fabienne doit réaliser que c'est elle et son mari qui décident et éduquent leur enfant. Sa belle famille n'a que des idées reçues. Elle doit juste ne pas y prêter attention. Elle ne devrait même pas répondre à leurs remarques. Voilà, et son fils a bien de la chance. Oui. Okay. Donc voilà, donc votre choix est le bon. Rassurez-vous, Fabienne, restez vraiment bien dans votre ancrage et ne vous laissez pas finalement balloter par l'extérieur parce que ça va aider votre belle-mère à accepter. Le mieux que vous puissiez faire pour la paix de la famille, c'est de rester vraiment bien ancré dans votre choix, votre conviction, et vous verrez que ça se passera beaucoup mieux parce qu'il y aura plus d'huile sur le feu. Et les repas se passeront beaucoup mieux. Et puis un jour, justement, votre fils s'adressera en anglais à sa grand-mère. Et comme vous dites, ce sera... Il va dire « Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Fabienne, d'avoir appelé ce soir. Je vous embrasse fort. OK, goodbye. Je vous embrasse. Au revoir, Fabienne. Bye bye. Bye bye. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peeters. Vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct pendant encore 1 heure, une libre antenne dans laquelle on cherche le chemin vers vous pour vous rendre compte des formidables ressources que chacun possède en soi pour vous reconnaître, c'est-à-dire faire à nouveau connaissance avec vous et puis surtout vous déterminer sur l'essentiel pour ne pas vous endormir à ce que votre âme est venue chercher ici-bas pour évoluer. Alors ici, chaque soir, dans cette émission, nous vous accueillons dans votre réalité et vous aidons à vous déterminer sur l'essentiel. Quentin et Corentin vous accueillent au 39 21 et c'est Nicolas Godet qui veille au bon déroulement de l'émission. Moi, je vous accompagne dans votre réalité. 7 39 21 précédé du mot nuit pour vos SMS. Autant de petits repères dans la nuit. Allez, on continue de faire route ensemble au 39 21. Pour parler à Sophie Peeters, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bienvenue. Bonjour. Alors Marie, vous vouliez réagir, je crois, au témoignage de Daniel en début d'émission, parce que vous avez suivi pendant 2 ans des cours d'éducation canine dans un club canin. Oui. Oui. Et ce que je voudrais dire tout d'abord, oui, c'est que ce chien sent que sa maîtresse n'est pas bien. Oui. Et donc, forcément, il va la protéger. Mmh. C'est absolument sûr et certain. Oui. Et je pense que son mari, maintenant, a peur de se faire mordre. Oui, c'est très certainement. Et oui. Le chien le sent. Oui. Voilà, absolument. Vous avez raison. Alors, il y a des méthodes. Hein. Oui. Il n'y a pas de problème. Hein. Oui. Quand vous avez un chien qui... Moi, je ne sais pas si c'est un dominant ou pas, mais il y a des manières d'agir. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a à rééduquer le chien, mais également, j'ai envie de dire, les humains, pour aider cet homme avec sa peur, et aussi sa maîtresse, oui. Oui, absolument. Oui, c'est ça, hein, c'est de travailler... Je pense que ce chien, s'il voit quelqu'un où il est tout seul,
avec un rééducateur, j'ai rien contre, hein. Mais je pense qu'il serait mieux dans un centre canin avec des moniteurs Ah oui, d'accord. tout à fait disponibles qui prennent... Pendant quelque temps, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Le placer dans un centre, ça existe? Non, pas. Non, ça marche comment? Oui, racontez-nous. Ça marche comment ça on regarde dans l'endroit le plus proche de chez soi, et il sera avec d'autres chiens. Oui. Et les moniteurs vont expliquer tout ce qu'il faut faire. Oh. C'est-à-dire que ce chien, il va falloir qu'il apprenne à respecter le mari de cette dame. Et il y a des manières tout à fait simples, mais bon, il faut avoir un peu de force, hein. Mon vétérinaire me l'a appris. Oui. Au moindre grognement contre qui que ce soit, la dame doit le prendre, le coucher sur le dos de force et lui passer un savon, si je puis dire. Oui, mais c'est ce qu'elle disait, à quel point c'était difficile pour elle, hein. Oui, je l'ai entendu. Pour elle, c'est comment dire, c'est vraiment un crève-cœur, oui. Oui, voilà. Mais on peut l'aider, hein. J'ai vu des chiens se faire rééduquer à 10 ans. Oui. Alors, il est déjà entre les mains d'un éducateur, hein, cet animal. Oui, mais ce que je voudrais dire, c'est que là, il est tout seul. Oui, d'accord. Vous vouliez dire qu'il soit dans un centre avec d'autres animaux? Avec sa maîtresse. Avec sa maîtresse, oui. Oui, absolument. Avec sa maîtresse, avec son mari, qu'on lui apprenne les bons gestes. Et après, il va falloir avoir une certaine autorité. Un non, c'est un non. C'est très, très important. Parce qu'il est tout à fait récupérable. Un an, c'est vraiment dommage, hein. Oui. En fait, il faut autant apprendre au maître qu'à l'animal, là, dans ce que vous nous racontez, Marie. Parce que c'est aussi finalement une éducation pour soi, donc pour tout être humain, d'être le maître ou la maîtresse d'un animal, c'est-à-dire aussi de savoir se comporter avec lui de façon juste absolument. Et ferme. Je vais juste pour vous raconter. Oui, votre histoire. J'ai pris un berger allemand à la SP1. Après, il a eu un fils avec le berger allemand de ma mère. Oui. Et avant, il n'avait jamais accès à notre chambre. Et suite à un déménagement, ma fille qui était petite voulait qu'on laisse la porte ouverte. Et je ne pouvais pas l'isoler de chez nous. Donc, quand mon mari me touchait, les deux chiens venaient et lui montraient les dents. Oui. Ce qu'il faut faire absolument, je me suis levée, je les ai mis dehors, je les ai punis. Je leur ai dit, vous restez tant et tant sur votre tapis. Ce que je voulais aussi dire, c'est ils sont très sensibles, ces chiens-là. Très. Oui. Et, enfin, comment dire, ils sentent tout. Ils sentent tout. Oui. Oui, donc ils sentent aussi ce qui se passe dans ce couple. C'est ça que vous vouliez dire, Marie? Les tensions éventuelles. Dans la famille, elle a des enfants malades. Tout ça, ce chien veut la protéger parce que c'est elle qui l'a pris. Oui, il la sent en danger, en fait, parce qu'elle est elle-même en danger à l'intérieur d'elle. Vous avez raison. Oui. Mais ce que je dirais, c'est prendre un centre canin, pas huppé, pas trop, où elle trouve des gens qui vont lui montrer, qui seront disponibles. Et ça peut aller sur un certain temps, ça sera sur un terrain à l'extérieur. Ça lui fera du bien, elle rencontrera d'autres personnes avec qui parler.
et on échange. Tous les défauts du chien, on en parle. C'est vraiment très... C'est quelque chose qui m'a beaucoup enrichi. Je n'avais jamais eu de gros chien auparavant et je peux vous dire... Et vous voulez dire que pour vous aussi, quand vous dites ça m'a beaucoup enrichi, ça vous a permis aussi, au travers de cet animal, de faire un travail sur vous, sur votre posture, sur l'affirmation de vous, votre confiance en vous? Absolument. Oui. Jamais je n'aurais cru qu'un chien était capable de tant de choses. Oui. Il sentait tout. Et vous, du coup, ça vous a amené à vous rencontrer d'une certaine manière dans vos forces, vos fragilités, à faire avec qui vous étiez vraiment, et en même temps à adopter une posture assez juste, assez ferme, assez verticale. Hein. Oui, le mien au début, il avait 5 mois et demi, et il avait été maltraité. Hein. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'était un chien formidable, formidable. Ouais. Mais vous racontez aussi finalement, Marie, que souvent les chiens, enfin les animaux, chiens ou chats, sont aussi nos reflets. Et nos reflets de ce que nous sentons profondément. Ils nous renvoient ça. Comme vous disiez sur Daniel, en fait, que son immense son immense détresse est prise en charge par ce chien. Absolument. Absolument. J'en suis convaincue qu'elle aille voir un centre canin. Tout simplement. Ça se passe souvent le dimanche matin, malheureusement, ou les samedis. En même temps, ça lui permettra de voir comment on fait. J'ai vu des chiens se faire rééduquer à 10 ans. Oui, et d'apprendre sur elle-même aussi. D'être plus en conscience de ce qu'elle vit au travers de cet animal. Merci beaucoup, Marie. Ce que je voudrais dire, c'est que ces chiens-là, ils ne demandent qu'à faire plaisir. Oui, bien sûr. Ils ne demandent qu'à faire plaisir. Que l'agressivité n'est pas... Non, n'est juste en soi. Absolument Exactement, pas. vous avez raison. L'agressivité, c'est pas leur truc. Ce qu'ils veulent, c'est la protéger. Ouais. C'est tout. Et je pourrais vous raconter des choses absolument incroyables. J'ai vécu des choses avec mon chien. C'était quelque chose de formidable. J'ai jamais eu un chien comme ça. Mais ils ont besoin aussi de justesse, comme vous le soulignez. Merci Marie de nous avoir appelés. Merci pour Daniel. Je voudrais juste de l'autorité. Oui. Et après, beaucoup de caresses. Féliciter. Et il faut absolument que son mari apprenne à maîtriser ce chien. Si elle ne peut pas le faire. Pour l'instant, il a peur, oui. Donc lui aussi, il faudra avancer, bien sûr. Tant qu'il aura peur, ça ne peut pas aller. Merci beaucoup Marie d'avoir appelé ce soir et d'avoir prodigué vos bons conseils à Daniel. Merci à vous. Toutes vos confidences à Sophie Peeters au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Anne. Oui, bonsoir Anne. Sophie. Oui, bienvenue à l'antenne. Merci. Voilà, j'étais pas vraiment à l'écoute des personnes qui viennent de parler. Je suis désolée, mais j'étais dans... Mais vous excusez pas Anne, oui. Dans des interrogations par rapport à une rencontre familiale qui aura dimanche. Qui aura lieu dimanche, oui. Qui aura lieu dimanche. Et donc, c'est des rencontres que j'évite depuis quelques années. Et ce qui m'embête un peu, c'est que maintenant, ce sont mes filles qui s'y rendent avec leurs compagnons. Oui. Voilà, donc moi, c'était un choix volontaire, le fait que je n'y aille pas. Mais régulièrement, vous n'y alliez pas à ces réunions de famille? De moins en moins. De moins en moins. J'y allais, puis après, j'avais plus du tout goût, ça me chamboulait trop. Oui. Et au final, c'était mieux que je n'y allais plus.
Voilà, tout ça parce que j'ai été agressée il y a 30 ans par un oncle. Et donc, lors d'un repas de famille, justement? Non. J'ai été agressée, je veux dire, j'ai été violée par un oncle lors d'une autre rencontre. Voilà, c'était une invitation qu'il m'avait faite, la seule et unique invitation qu'il m'avait faite pour partir un week-end avec lui. Et lors de ce week-end, c'était une période de ma vie où j'étais pas bien du tout parce que j'avais 20 ans, j'étais pas bien, j'étais jeune, un peu insouciante et j'avais déjà été abusée et c'est donc c'était un petit peu le fait qu'il m'offre cette occasion de partir en week-end, quelque part comme un refuge pour vous, oui. Voilà, comme un refuge, je me suis confiée à lui et tout. Et puis finalement, ça s'est conclu par un viol. Donc je me suis retrouvée vraiment très mal après ça. Et j'ai fait comme j'ai pu avec... Vous en avez parlé? Avec ce secret, c'est devenu un secret. Et pourquoi c'est devenu un secret, Anne? Vous n'avez rien dit? Vous n'avez pas parlé à vos parents? Sur le coup, déjà, j'étais contente de rentrer chez moi. Je comprends. Voilà, donc je n'étais pas mariée. Je me suis dit, je ne veux plus m'appeler comme je voulais changer à tout prix. Je ne supportais plus mon nom de famille. Hein, donc, je me suis mariée pour m'en sortir. Quoi, enfin. Et vous en avez parlé à votre mari? Jamais? Oui, si, d'emblée. Je lui ai dit, d'emblée, je lui ai donné... je lui ai dit de quoi il en retournait et voilà, donc maintenant je suis une femme de 53 ans qui est divorcée depuis une quinzaine d'années, que je suis divorcée et depuis ce divorce, c'est vrai que je n'ai pas... quelque part, je préfère être célibataire et je suis très bien célibataire et je vis... je fais ma vie de femme. Et le problème, c'est que quand... mes filles sont au courant, mais elles savent ce qui vous est arrivé. Elles savent. Et cet oncle est toujours vivant? Il est au repas de famille? Oui, il participe, il est là. Mais le problème, c'est que c'est vrai que j'ai eu mes cousins, ses enfants à cet oncle. C'est vrai que cet oncle, il a maintenant des petits-enfants qui ont l'âge... de vos enfants? Non, par exemple, là, il a une petite fille qui a 20 ans et c'était l'âge auquel j'ai eu cet acte avec cet homme. Et quelque part, je me dis, mais si vraiment si je veux prendre ma place de victime, il faudrait que j'arrive à me rendre à cette rencontre familiale et que je prenne en partie justement cette jeune femme, je veux dire, en lui disant que à l'âge qu'a ta petite fille, il s'est passé justement, tu m'as violée. Je voudrais lui Vous voudriez lui parler à lui, c'est ça. C'est ce que je comprends. Lui. Oui. Mais j'ai déjà fait une tentative. Je lui ai envoyé un courrier il y a une quinzaine d'années. Oui. Pour lui demander qu'il me demande pardon. Enfin bon, voilà. Oui. C'est quelqu'un qui... je veux dire... Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a jamais reconnu? Quelque part, il m'a écrit une lettre. Il m'a écrit une lettre en me disant que finalement, très banal, en me disant que, son boulot, il était dur. Finalement, la chair est faible. Enfin, voilà, tout un truc. Ça m'a mis dans une colère encore plus parce qu'il s'est pas grande. Du tout excusé auprès de vous. Il n'a pas reconnu l'acte monstrueux qu'il a fait. Il vous a pas rendu justice d'une certaine manière. Oui, c'est ce que je comprends. Ce qu'il m'a écrit. Et
Enfin, et pourquoi vos parents n'ont jamais été au courant, Anne? Parce que c'est quoi? C'est le frère de votre mère ou de votre père? Enfin, mon père, il était très malade quand... voilà, c'est le frère de qui? Cet oncle? De mon père. C'est le frère de votre père. Et votre père est toujours là ou il est décédé? Non. Il est décédé. Non. C'est vrai que je lui dis, enfin, je lui en avais parlé, mais il était déjà bien malade. Et, voilà, il n'a pas réalisé? Si, il a réalisé, mais je veux dire, quelque part, c'est que faire? Enfin, c'est un peu... Tout le monde est impuissant. C'est vrai, tout le monde est impuissant sur l'action, parce qu'il n'y a rien à faire de ce qui s'est passé, mais en fait, vous avez eu la croyance, et vous l'avez peut-être encore, Anne, qu'il n'y a rien à faire et que vous devez vous débrouiller toute seule avec ça, parce que ça vous n'est arrivé rien qu'à vous. Et vous vous coupez du lien, du soutien, de l'affection de vos proches, aussi de pouvoir dénoncer quand même. Ils se sentent pas concernés. Mais ils le sont, c'est dans la famille. Et vos filles le sont. Parce que leur mère a été agressée. Mes frères et sœurs le savent. Mais ils sont pas concernés. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas morte, je suis là, il y a pire. Enfin, je sais pas, je me dis, mais c'est vrai que ça s'est arrivé qu'une fois. Enfin, quand on entend tous les drames qu'il y a, enfin, il y a de quoi relativiser. Mais si vous pouvez pas relativiser. Évidemment, si vous relativisez à l'aune, mais le sujet n'est pas de relativiser, c'est de prendre la conscience et la responsabilité d'une épreuve qui vous arrive à vous et rien qu'à vous, et sur laquelle vous avez besoin d'être reconnu, soutenu, et que que ça se pose dans la famille pour pas que ça empoisonne ou que ça reste quelque chose qui soit très malsain dans les relations de la famille, y compris pour vos filles. Malheureusement, j'en ai parlé dans ce sens-là à mes frères et sœurs pour avoir un peu plus de réconfort. Oui. Mais ça n'a pas du tout fait cet effet-là. À l'époque ou récemment? Non, mais il y a 4-5 ans, j'avais pris lors de repas comme ça entre nous. Il y a eu, par rapport à des échanges, des opportunités, j'ai été amenée à me confier comme ça. C'était un petit peu crash, mais ça finissait en pleurs. Mais voilà, c'est une émotion. Et comment bien sûr, c'est une émotion. Et comment ils vous comme ça, accueilli. Et après ça c'est fini. On parle d'autre chose. On va pas parler de ça. C'est un petit peu, on ne sait pas comment le prendre. Oui, ils ont été très mal à l'aise. C'est un orage qui a passé, voilà, ça fait du bien, c'est le moment, mais on n'en parle plus. Et au final, il n'y a pas de... Ils ont été très mal à l'aise, c'est ce que vous avez compris. C'est interminable, quoi. C'est interminable. Ça dure depuis 30 ans. Il y a des bouffées comme ça. Quand il y a des rencontres... Et qu'est-ce que vous avez fait pour vous-même pendant ces 30 années? Est-ce que vous êtes allé en parler? Qu'est-ce que vous avez fait de cette terrible épreuve pour vous-même? Moi, je sais qu'il existe des associations. J'ai pas pris le temps de m'en occuper. Vous êtes allé voir un thérapeute pour en parler? J'en parle de temps à autre, mais de temps à autre, c'est-à-dire à qui? Des rendez-vous, l'heure de rendez-vous quelquefois, et après j'arrête et je reprends. Enfin voilà. Vous voulez dire que vous allez voir un psy de temps en temps? C'est ça? Un accompagnateur, oui. Oui. C'est difficile pour vous d'en parler encore? J'en parle, voilà, ça me prend comme je vous en parle là. Oui, tout d'un coup. Tout d'un coup, il y a le besoin et puis ça retombe, c'est ça? Ça retombe parce que je suis trop paresseuse, je vais pas m'en occuper. C'est trop, enfin voilà, je sais pas. C'est trop lourd. C'est trop lourd pour vous. Vous diriez quoi? Oui. Là, je me rends compte que j'en ai marre, quoi. Enfin, oui, quand vous dites je suis paresseuse, et j'entends en creux comme si je manquais de courage, donc de cœur pour moi-même, de prendre à cœur ce qui m'arrive vraiment, d'avoir du cœur pour ce qui m'est arrivé pour la jeune fille de 20 ans.
C'est important pour vous, entre vous et vous. Oui, c'est ça. Hein. Je suis pas assez attentive par rapport à moi, par rapport. Et du coup, ça vous coupe des autres. Parce que quand on n'est pas attentif à soi... Pour être coupé des autres, c'est clair que je sais faire seule ce qu'il faut faire. Et vous en souffrez aujourd'hui de vous couper comme ça des autres? Parce que si vous coupez le lien avec vous... On s'habitue à tout, mais c'est vrai que c'est pas très... C'est triste, c'est surtout triste. Je m'éteins. Oui. Oui, c'est juste, Anne. Je m'éteins parce que je ne mets pas de lumière sur mes blessures, de baume. Je ne me mets pas dans la lumière du lien d'amour, et du coup, ma flamme s'éteint. Et ça, c'est que vous, Anne, qui en avez la responsabilité de votre lumière. C'est moi avec moi. Moi avec moi. Oui. Je suis déjà seule, mais c'est le danger, hein. C'est le danger quand on est en souffrance comme vous, de s'isoler parce qu'on pense qu'on n'intéresse personne, que, comme vous dites, c'est pas grave, et puis ça n'intéresse pas. Personne. Enfin, je veux dire, c'est parce que vous êtes isolée. Et je suis pas en recherche non plus, mais non, j'entends bien. Je veux dire, je suis pas en recherche, donc c'est clair que personne ne viendra, mais je suis pas en demande non plus. Donc mais d'après ce que vous me dites, hein, c'est ça que je sais pas faire. C'est d'être d'être à l'écoute de toutes ces émotions, mais c'est vrai que seule. C'est vrai que j'ai du mal à... C'est pour ça que je vous posais la question d'être accompagnée. Mais d'être accompagnée, voilà, choisissez une ou un thérapeute avec lequel vous vous sentez en confiance. Un peu comme un ami, une âme sœur, quelqu'un à qui vous pourriez confier pour sortir de cet isolement dans lequel vous vous mettez. Et ça vous remettra dans la vie, dans votre vie. Et ça me semble important pour vous. C'est pas nécessaire alors que j'en parle. Enfin, je veux dire, si je me rends dans cette... Parce que là, je me suis coupée volontairement de cette famille. Et vous pensiez aller en parler au repas dimanche, c'est ça? Je sens quelque part que... C'est votre besoin. Mais... On ne sait pas quoi faire. Enfin, je ne sais pas quoi faire. Tout le monde est gêné quelque part. C'est vrai que... Alors, il y a Lisio qui dit c'est tellement encombrant pour la famille, du coup ça devient encombrant pour elle et elle ne peut plus s'en occuper comme elle le pourrait ou elle le devrait, dit Elisio. Et du coup, en fait, effectivement, je rebondis sur le message d'Elisio, comme ça devient très encombrant pour vous, vous voulez vous en débarrasser en le jetant en pâture à la famille, en disant écoutez, j'ai ça en moi depuis des années, après tout ça c'est de votre faute, vous avez qu'à vous en occuper avec moi et prendre soin de moi. Mais non, justement, d'accord. Non, j'ai vraiment pas envie de ça. Justement, de montrer cet homme comme un monstre. Effectivement, on est tous des humains, on fait des bêtises. Il a eu un acte. Oui, enfin, comme dit Cœur de Pirate, personne dans la famille n'a eu peur que cet oncle ne sévisse à nouveau. Et vous n'avez pas eu cette peur-là? Parce que c'est ça aussi, la question que ça pose. Oui, effectivement. Là, parce qu'un homme qui est capable de ce genre d'acte, il est potentiellement dangereux pour d'autres jeunes filles. Maintenant, mais d'aller dans la famille et de dire sans faire passer l'autre pour un monstre, mais de dire, je sais même pas si je serai entendue, mais je veux dire... Quelle est l'intention qui vous habite à ce moment-là, Anne? Là, ce que vous venez de dire par rapport au fait de protéger les autres... Oui, mais il a quel âge aujourd'hui, votre oncle? C'est 30 ans plus tard. Oui, il a 70 ans, oui. Ouais. Donc, votre intention, c'est de protéger les jeunes filles maintenant, parce que vous voyez que sa petite fille a 20 ans et tout d'un coup, ça réveille vos 20 ans. Mais par rapport à vos filles, par exemple? Mes filles, elles sont au courant. Je pense que, après, elles sont au courant, mes filles. Elles sont au courant. Elles sont au courant. Et qu'est-ce qu'elles en disent? Qu'est-ce qu'elles en pensent? Comment elles le vivent, ça, par rapport à leur maman, leur oncle, la famille?
La famille. Vous en avez parlé avec elle? Oui. Par rapport à leur grand-mère, elles vont voir leur grand-mère, elles sont contentes de voir leur grand-mère. Et puis, oui, enfin, moi, je ne vais pas les couper non plus de. Non, mais comment elles vivent ce qui vous est arrivé? Parce qu'elles portent ça aussi. Elles ont quel âge? Elles ont 20 ans, vos filles aussi? 20 ans, oui, là, j'ai un peu quand c'est arrivé. Oui. Ouais. Donc, c'est sans doute parce que toutes ces jeunes filles, vos filles, y compris vos nièces, autour de vous, voilà, vous êtes entourée de jeunes filles de 20 ans, que tout d'un coup, vous ressentez un besoin que vous ressentiez pas avant, comme une urgence de dire mais attention à elle. Oui, et je pense que c'est ça que vous connectez aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a cette urgence là pour ce déjeuner, parce que c'est comme si vous retrouviez à travers ces jeunes filles vos 20 ans et que ce souvenir là je veux dire vous prend à la gorge quoi, et vraiment très très pressant pour vous. Oui, j'entends Anne, j'entends tout ce que ça fait remonter chez vous. C'est cette jeune fille-là de 20 ans qui demande réparation de votre part. Qu'est-ce qui semble plus juste pour vous, Anne, vraiment au fond de vous? Qu'est-ce qui vous aiderait au mieux? Qu'est-ce qui vous ferait le plus de bien? Ou qu'est-ce qui ferait plutôt le plus de bien à cette jeune fille qui a 20 ans aujourd'hui et qui a toujours 20 ans? Qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez faire pour elle, donc pour cette Anne-là qui a 20 ans? Qu'est-ce qui vous vient quand je vous dis ça, comme ça, sans réfléchir? De comprendre pourquoi il a fait ça, parce que je lui ai dit non, et c'était inadmissible. Enfin, j'ai jamais compris son acte. Je suis toujours je voudrais comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, c'était clair dans ma tête qu'un oncle, il ne fait pas ça. Enfin, et que vous lui avez dit non, ça vous savez ça? Le non, et qu'il n'a pas été entendu. Que j'avais, en plus, je lui avais confié que j'avais été déjà abusée quand j'avais 14 ans. Et donc là, c'était tellement... Même le non, là c'était clair pour moi dans ma tête. Il n'y avait pas de... C'était non. C'était non. Mais mon corps, il n'a pas dit non. Enfin, j'étais une chiffre molle. Je n'ai pas pu me débattre. Oui, et c'est ça qui est le plus douloureux. C'est souvent dans ces cas-là. Et je vous remercie, Anne, de votre témoignage très, très poignant et très authentique. C'est la culpabilité le plus dur pour vous, Anne. C'est ça qui vous enferme. C'est qu'il y a à la fois, et dans tous ces cas-là, Anne, c'est tout l'enjeu et la tragédie, c'est cette culpabilité. C'est que vous vous sentez, une part de vous, bien sûr, une part de vous sait qu'elle est victime, et une part de vous se sent coupable. Et du coup, vous êtes coupé en deux entre cette part victime qui n'ose pas le dire, qui n'ose pas aller vers du soin, qui n'est pas complètement convaincue qu'elle a subi quelque chose d'excessivement grave, parce que toute la part... Maintenant, je suis convaincue. Oui, mais il y a toute la part qui se sent encore coupable, qui vous a tellement empêché. J'arrive pas à la toucher, la culpabilité. Enfin, c'est vrai que c'est... Autant la victime, ça y est, maintenant, je peux me positionner en victime. Autant avant, c'était une place qui... Je me dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Si j'étais là, c'est que voilà. Enfin, mais maintenant, non, je peux prendre cette place de victime. Mais au niveau de la culpabilité, mais non, c'est culpabilité d'emmerder tout le monde, enfin toute la famille. Enfin, c'est vrai que. Non, je pense à la culpabilité. Non, je pense à la culpabilité, Anne, quand vous racontez que vous dites mon corps, lui, il n'a pas dit non. Et ça, c'est terrible pour moi. Elle est là, la culpabilité. C'est quand on sait qu'on dit non et qu'on n'arrive pas physiquement ou avec son corps à exprimer concrètement ce non. Et ça, c'est très, très douloureux et difficile. Et un peu incompréhensible. Ouais. On se sent trahi par ce corps. Hein, c'est comme si une part de vous ne vous suivait pas. Ouais. C'est la peur de... C'est la peur qui a fait que j'ai réagi comme ça. Enfin, oui, c'est la peur. C'est la peur devant une figure d'autorité et de confiance. Et du coup, vous êtes encore une toute jeune fille, presque enfant, à peine sortie de l'enfance à 20 ans.
Et oui, c'était venant de cet oncle, pour moi, c'était quand même quelque chose Bien sûr. D'inconcevable. Et donc c'est un trauma quand on ne peut pas concevoir quelque chose qui est comme une effraction dans le psychisme. Il est là le traumatisme. C'est à la fois l'effet de surprise, le non prévisible qui vient se mettre dans un moment terrible sur une confiance absolue que vous aviez en lui. Et donc il y a une trahison terrible pour vous. Très passive au niveau physique et j'ai pas résisté. Je comprends. Et c'est ça que vous avez porté toutes ces années dans votre corps et qui est très lourd et qui vous enferme dans la honte, dans la culpabilité, dans des sentiments très envahissants pour vous et terribles que vous n'arrivez pas à confier. Or, c'est important de le confier. Alors, est-ce que c'est dimanche, parce que dimanche, si vous le faites en public... Mais c'est mon corps, j'ai peur de mon corps qui va me... Je vais pas tenir. Oui. Vous risquez de vous écrouler en pleurant, c'est ça, vous pensez? Je sais quand il approche, je tremble. Enfin, j'ai des tremblements. Enfin, il faut vraiment que j'ai la force de... Donc c'est dangereux pour vous d'y aller aussi. Vous vous mettez en danger finalement, c'est ça que vous racontez. C'est dans la tête que ça se passe. Bien sûr. À partir du moment que je me convainc, enfin que c'est d'où mon appel. Je me dis peut-être que. Alors sans vous convaincre, Anne, c'est pas mental tout ça, parce que si effectivement c'est mental, émotionnellement, vous allez avoir des difficultés. Qu'est-ce que vous sentez profondément juste au fond de vous, tout au fond, dans votre âme, à l'intérieur de vous, dans votre cœur? Qu'est-ce qui vous semble important, essentiel? C'est pas mental, ça peut pas être une décision de dire il faut ou je devrais. Parce que là où vous en êtes aujourd'hui, ça doit être essayez de vous réunir avec vous-même demain dans la journée, pensez-y, je sais pas, cette nuit, demain, et demandez vraiment, posez cette question à plus grand que vous, à quelque chose que vous ne maîtrisez pas, pour recevoir la réponse dans votre cœur et de vous dire mais qu'est-ce qui est le plus juste là pour moi dans la situation? Elle est où l'urgence? Est-ce que l'urgence, elle est d'aller justement trouver à parler à quelqu'un, à un professionnel ou à une professionnelle pour être accompagné, élaboré, et ça me permettra après d'aller dans la famille. Quelle urgence j'ai absolument dimanche? Et si urgence il y a, à quoi elle correspond profondément? Est-ce que j'ai besoin de sentir une réparation? Est-ce que je cherche à poser un acte fort et je sens que c'est juste pour toutes ces jeunes filles qui ont 20 ans? Oui, non, je pense que c'est ça. C'est d'aller, c'est d'aller dans cette. C'est vrai que j'ai l'image. J'ai vraiment envie de lui casser la gueule, mais c'est pas ça. J'ai envie de lui casser la gueule avec des mots, mais pas. Mais devant tout le monde, devant tout le monde. Non, pas devant tout le monde. Je sais pas comment. Ou de le prendre à part. Non, mais décidez de ce que vous voulez, Anne, parce que sinon c'est l'événement qui va vous prendre la main. Il faut que vous soyez déterminés sur qu'est-ce que je souhaite. Est-ce que je souhaite aller lui parler en tête à tête? Est-ce que c'est le lieu et cet endroit-là alors qu'il y aura d'autres personnes? Mais est-ce que je me sens protégée parce qu'il y aura toute la famille et que je pourrais avoir un accès seul avec lui? Et là, j'ai besoin, moi, de le dire. Seul avec lui, c'est plus jamais seul avec lui, ça c'est sûr. Mais donc être protégé, plus en famille, mais de prendre autour de vous des membres de la famille en qui vous avez toute confiance à ce moment-là. Je ne sais pas si vous serez très nombreux. Oui, qu'est-ce qui vous semble vraiment très très juste et qui ne soit pas, bien sûr pour vous, mais pour aussi plus autre chose que vous? Alors est-ce que c'est la famille? Parce que j'ai pas le sentiment que vous cherchiez effectivement un scandale ou une dénonciation. Il y a une urgence très personnelle. Il y a quelque chose vraiment là qui vous habite. C'est ça que je sens. Ouais. Par respect pour la vie, pour moi, pour mes filles, pour moi. Oui. C'est beau ce que vous dites là, Anne. Vous y êtes là. Par respect pour la vie, pour moi, pour mes filles. Et vous pouvez commencer par là en disant que vous avez quelque chose d'excessivement douloureux et difficile à dire.
Et ce que vous avez dit aussi, que vous ne cherchez pas, voilà, à créer éventuellement un monstre, mais que c'est important de libérer la parole à ce sujet. Voilà, libérer la parole. Mais et vous avez besoin de libérer la vôtre, et que cette histoire appartient à la famille aussi, et pas seulement à vous, parce que c'est une effraction dans la famille. Oui, complètement. Ouais. Et moi, je vous c'est pour ça que je préfère y aller. Oui. Et je vous encourage, Anne, aussi, à aller vous occuper de vous, de votre histoire à vous. Parce qu'il va y avoir... Et faites-le d'ailleurs dimanche avec... Parce que je sens aussi beaucoup d'amour en vous. Je sens pas de haine recuite ou je sens quelque chose de triste et doux en même temps. Hein, et que c'est pour ces jeunes filles de 20 ans que vous voulez parler. Faites-le exactement comme vous êtes là. Depuis cette posture que vous avez, et puis allez faire quelque chose pour vous, parce que vous allez aussi délivrer vos filles, et que ce que vous ferez pour vous, vous le ferez pour vos filles. Et ça, c'est certain. Hein, et c'est pas que vous êtes paresseuse, c'est que vous aviez peur et que vous aviez de la culpabilité. Alors soyez pas trop dur avec vous, c'est pas une histoire de paresse. C'est difficile d'affronter ces ombres. C'est même douloureux parfois. Donc c'est pas un trajet facile, et vous le savez, une part de vous le sait. Mais c'est important. Quelquefois, ce qui nous est difficile est très important. Et vous êtes exactement à cet endroit-là. Donc, je pense que c'est obligé, là, qu'il faut que je traverse, que je fasse le pas. Oui. Et après avec vous-même. D'accord, Anne ? Après, avec moi-même. Oui, c'est vraiment important. Avec vous-même, parce qu'au travers de vous, il y a vos filles qui sont en jeu. Bon courage à vous, Anne. Merci bon courage. Oui, je vous souhaite beaucoup de courage dimanche, et on pensera à vous très fort. Et rappelez-nous si vous voulez dimanche soir, si vous avez besoin d'en parler. Eh bien, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas ? Bah oui, pourquoi pas, puisqu'on est dans le week-end, on est vendredi. C'est pour vous quelque chose qui va se passer dimanche, et on vous accueillera volontiers dimanche soir, si vous en ressentez le besoin. Je vous embrasse, Anne. Merci. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir Caroline. Oui, c'est Sophie, mais c'est pas grave. Oh, excusez-moi. Non. Vous vouliez rendre hommage à Simone Veil, Isabelle, hein ? Oui, absolument. Oui, je vous remercie. Oui, parce que, bon, je suis bien plus jeune qu'elle. Oui. Mais, je sais pas comment dire, j'ai été bouleversée. Oui. Par son décès. Oui. Et c'est une femme qui... Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette femme, Isabelle ? Une femme qui a beaucoup souffert. Oui. Je sais pas comment dire. Votre émotion, là, qu'est-ce qu'elle touche chez vous ? Qu'est-ce que cette femme vous renvoie en miroir de votre souffrance à vous ? En fait, c'est pas de ma souffrance, c'est celle de ma maman. De votre maman. Ah. Oui. Qui a été... qui a été déportée ? Non. Mais qui a été traumatisée pendant la guerre ? Oui. Oui. Donc, par conséquent... Sous l'occupation ? Oui. Oui. Et depuis, maman a 85 ans. Mais elle a été tellement traumatisée que elle est, comment dirais-je, excusez-moi. Oui, vous êtes très émue, Isabelle. Et vous le vivez, hein, le traumatisme de votre maman, là, on sent au travers de votre émotion. Oui. Hein, c'est quelque chose de très, très présent pour vous, là. Oui. Oui. Oui, absolument. Et maman est malade des nerfs depuis
Votre maman est malade des nerfs, c'est ça? Oui. Oui, parce que, comme elle me dit toujours, quand elle entendait les sirènes, les bombardements, enfin, vous comprenez. Bien sûr, c'est resté ancré en elle. Et vous, Isabelle, votre maman, alors qui vous a transmis toute cette souffrance qu'on entend là ce soir? Oui. Oui, elle me l'a transmis complètement. Et si vous en faisiez quelque chose de cette souffrance-là? Et si c'était une invitation, pas pour réparer votre maman, parce qu'on ne répare pas sa maman, mais en vous réparant vous? En étant vous? Oui. Disons qu'elle m'en a tellement parlé que c'est comme si vous l'aviez vécu aussi. Hein, oui. C'est ça. Ouais. J'ai tout compris. Et que le départ de Simone Veil a réveillé tout ça en vous. Oui. Oui. Mais c'est pas complètement non plus votre histoire, Isabelle, même si c'est celle de votre maman. Et puis il y a Isabelle, il y a l'histoire vraiment d'Isabelle, qui elle peut mettre un peu de lumière là-dessus, un peu d'amour. Elle a cette ressource-là. Oh, maman est un amour pour moi. Oui, bien sûr. Mais vous, Isabelle, en vous avez d'autres ressources que celles de votre maman. Il y a les ressources de votre maman, mais il y a aussi celles d'Isabelle. Ce serait quoi, vous, vos ressources à vous, quand vous allez bien, quand la vie vous sourit? Disons que non, en fait. Non. Il n'y a rien qui vous sourit dans la vie, Isabelle? Non, parce que je suis encore jeune et j'ai perdu mon mari il y a 8 ans. Il y a 8 ans, ouais. J'avais 47 ans. Ouais. Alors, toute cette douleur, elle est là encore. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous allez en faire de toute cette douleur, Isabelle? Pas de vous laisser envahir par elle. Allez vraiment la confier. Allez vous faire aider. Allez voir quelqu'un qui va recueillir avec vous cette douleur pour l'apaiser, pour pouvoir un peu la dissoudre, pour que vos larmes ne vous envahissent plus. En tout cas, je vous le souhaite, Isabelle, vraiment. Prenez soin de vous et que cette douleur ne vous envahisse pas. Je vous embrasse. Il est 1h, vous écoutez Europe 1 et je vous laisse en compagnie de Christophe Ondelat avec Ondelat raconte. À demain, 23h.